Bonjour et bienvenue dans ce Citizen Corner consacré à l'initiative citoyenne européenne. Alors peu d'Européens le savent, mais cette initiative, elle permet aux citoyens de quelque part s'inviter dans l'agenda de la Commission européenne. Pour y arriver, plusieurs critères, plusieurs règles, dont celle de recueillir le soutien d'1 million de citoyens européens. Mais ce n'est pas la seule règle, on va détailler tout ça. Le gros problème, c'est que ce n'est pas un franc succès, il faut bien le dire. 3 initiatives au total ont abouti. Une concerne par exemple les droits de l'embryon humain, l'autre l'accès à l'eau et la troisième l'interdiction de la vivisection. Cette troisième initiative, on va s'y intéresser particulièrement. On va s'en servir comme un point de départ pour expliquer les tenants et aboutissants avec l'un de ces initiateurs. Il sera avec nous en direct dans cette émission. Pourquoi ce dispositif est-il si peu utilisé? Faut-il aller plus loin? En faisant comment? Est-ce qu'on peut tabler sur ce genre de choses pour rétablir la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union européenne et dans la Commission en particulier? Ce sera l'objet de ce débat. Et avec nous, pour l'évoquer, plusieurs invités. Marie Arena, qui est eurodéputée du groupe des socialistes et démocrates européens. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Claude Rolin, qui est aussi eurodéputé, mais du Parti populaire européen. Bonjour. Avec nous, Elisa Lironi de l'ECAS, qui est une organisation non gouvernementale, une ONG qui vise à mieux exercer les droits, à faire mieux connaître les droits des citoyens aux citoyens eux-mêmes et peut-être à peser dans le débat européen. Bonjour Elisa. Bonjour. Avec nous également une étudiante, Timea Yankou, bonjour, qui est étudiante à l'université, alors je vais essayer de bien prononcer le mot, Babes Balșoi, c'est presque bon, à Cluj en Roumanie. Et avec nous également, je vous le disais tout à l'heure, sera notre 5e invité, un citoyen qui s'est engagé pour tenter de faire interdire la vivisection. Bonjour André Ménache. Bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone. Alors vous êtes un des rares citoyens européens qui a réussi à véritablement aller jusqu'au bout du processus de l'initiative citoyenne européenne. Expliquez-nous d'abord ce que vous avez voulu faire. Et donc, c'est une démarche en démocratie participative, si vous voulez. Le but de cette initiative, et ce n'était absolument pas la mienne, c'est un effort de beaucoup d'associations de protection animale à travers l'Europe, des gens qui ont travaillé des nuits et des jours pour récolter ces 1 million de signatures. Le but était d'approfondir le débat concernant l'expérimentation animale. La souffrance animale est une évidence, et pour la plupart du grand public et pour la plupart des députés, cela reste un mal nécessaire. Et donc le but était d'arriver peut-être même à quelque chose, l'équivalent d'une commission d'enquête parlementaire pour mettre en question la validité du modèle animal. Alors expliquez-nous, vous avez donc établi une sorte de pétition que vous avez réussi à faire signer par plus d'1 million de citoyens, André Ménache. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc nous avons réussi à obtenir le 1 million de signatures. Nous avons donc ensuite été invités par la Commission et le Parlement à une audition le 11 mai 2015 au Parlement. Et là, nous avions eu soi-disant l'occasion de présenter nos arguments. Malheureusement, l'audition qui a duré 3h30, les représentants de Stop Vivisection, donc l'initiative, ont reçu au total 34 minutes de parole, ce qui nous a vraiment empêché de présenter nos arguments. Et donc, ce que nous avons proposé à la Commission européenne, c'est de lancer un débat approfondi, d'inviter des experts des deux côtés, donc quelque chose qui ressemble à une commission d'enquête parlementaire. Et malheureusement, à part cela, nous avions 9 autres propositions que nous avons incluses dans notre manifeste. Oui. Et aucun des 10 propositions ont été acceptés par la Commission. Oui. Alors j'ai lu la réponse, en partie, la réponse de la Commission, puisque vous avez eu une réponse, ça c'est obligatoire. La Commission a dû vous répondre et elle vous a répondu que, selon elle, l'expérimentation animale reste importante pour protéger la santé des citoyens. Enfin ça c'est une partie de sa réponse. Donc au fond la réponse vous déçoit.
André Ménage? Oui, c'est un peu... ce n'est pas du tout ce que l'on attendait. C'est une évidence, que les animaux souffrent. Et donc, à la place de débattre si on doit donner des cages un peu plus grands aux singes et aux chiens pour qu'ils soient un peu plus confortables au cours des expériences, on disait oui, mais est-ce que le modèle animal lui-même, est-ce qu'il est pertinent pour la santé humaine, vu les connaissances aujourd'hui en sciences, en biologie, etc. Oui. Oui, évidemment, ça posait beaucoup de questions et des belles questions, puisque pas mal de citoyens vous ont soutenu et donc avec une réponse de la Commission, mais qui n'a pas débouché sur une nouvelle législation ou sur, comme vous le souhaitiez, un débat, une sorte de commission parlementaire. On va faire réagir d'abord les deux députés. Qu'est-ce que vous dit, allez, honneur aux femmes peut-être, Marie-Arena, qu'est-ce que vous dit le cas d'André Ménage? Alors ce cas-là, comme les autres qui n'ont pas abouti au niveau de la question de l'initiative citoyenne, montre qu'il y a une tentative de participation et d'une volonté de démocratie participative, mais qu'en même temps, elle est très difficile à mettre en place ici au niveau européen. Et donc, on a d'ailleurs, au niveau du Parlement, proposé une modification du dispositif qui a été soutenue par une grande majorité du Parlement européen en disant c'est une bonne initiative de donner la possibilité d'avoir une démarche participative des citoyens européens. Mais en même temps, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est une machine à frustration plutôt qu'une vraie démarche participative. Et on l'entend aujourd'hui par le témoin ici, mais encore lui, il a eu de la chance, c'est-à-dire que son initiative est allée jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui n'arrivent même pas à ouvrir le débat. Parce que, par exemple, les citoyens n'arrivent pas à recueillir le nombre de signatures. Mais... Alors, il y a plusieurs règles. On peut rentrer un petit peu dans les détails. Par exemple, et ça, on va en parler peut-être tout à l'heure avec Elisa Lironi, des critères qui sont quand même un peu compliqués. Il faut des citoyens dans 7 pays. Par exemple, il faut que le sujet soit accepté par la Commission. Tout à fait. Beaucoup de choses. Donc, il faut que le sujet soit accepté. Il faut que ce soit des citoyens de 7 pays différents, avec des poids différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre uniquement les petits pays ensemble. Il faut le 1 million de signatures. Et puis, il faut qu'au moment où la Commission a accepté, qu'on a les signatures et que tout le processus est valide, il faut que la Commission accepte de dire je peux prendre une initiative par rapport au sujet qui est donné. Et moi, je trouve qu'on devrait, par contre, beaucoup plus impliquer le Parlement dans la réponse qui est formulée aujourd'hui uniquement par la Commission. Et donc, alors, peut-être qu'André Ménage, qui demandait une commission parlementaire sur ces questions de vivisection, d'expérimentation animale, aurait eu peut-être gain de cause, parce que le Parlement serait rentré dans le processus. Exactement. Et donc, moi, je suis pour un partage de la démocratie représentative et de la démocratie participative. Effectivement, ça ne veut pas dire que parce que 1 million de citoyens européens veulent avoir une démarche législative, que le Parlement votera en faveur, parce qu'on est encore dans une démocratie représentative. Et donc, il faut aussi que l'ensemble du Parlement, qui représente finalement les 500 millions d'Européens, puisse prendre une position. Mais ça veut dire qu'au moins, si le Parlement était plus partie prenante, il y aurait un vrai débat à l'intérieur de la maison parlementaire. Alors, Claude Ranlin, là-dessus, même réaction, vous avez entendu le cas d'André Ménage qui se disait déçu, un petit peu frustré. Voilà, il y a une réponse de la Commission, mais rien d'autre. Le rôle du Parlement là-dedans, et puis on reviendra sur ce qu'il faudrait peut-être changer dans les critères, etc. Ce qui fait que aujourd'hui aussi, cette initiative citoyenne européenne, elle est peu connue du grand public. Il y a des lobbies qui l'utilisent, des gens qui sont peut-être très organisés comme André Ménage, mais finalement la plupart des citoyens ne le connaissent pas. Mais d'abord, le Parlement, il faudrait rouler peut-être d'abord revenir sur pourquoi cette initiative existe. Ça date du traité de Lisbonne. C'est aussi faire le constat qu'il y a un problème de démocratie au niveau de l'Union européenne, dans la mesure où les citoyens, ou beaucoup d'entre eux, se sentent très loin de la décision politique. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'indispensable. Maintenant, et je l'ai fait dans une autre vie, notamment comme syndicaliste, en travaillant sur une des initiatives citoyennes, celle sur l'eau, quand on voit la complexité de cet outil, on a un règlement de plus de 30 pages. Je vous invite à aller voir le site internet qui est bien fait. Eh bien, pour s'y retrouver sur la procédure, sur les différentes étapes, eh bien, il faut être costaud. C'est aussi un problème d'explication. Si on veut, il faut, avoir des procédures qui soient plus simples. 2, il faut mettre des moyens pour aider les comités qui se mettent en œuvre pour faire ces initiatives. Tout simplement pourquoi ? Si on n'a pas de moyens, ne fût-ce qu'en termes d'avoir un permanent, un collaborateur, des gens qui peuvent le faire, c'est quasi impossible. On l'a réussi à avoir les signatures sur l'initiative sur l'eau. Ça s'est fait notamment
en Belgique, avec des permanents syndicaux qui étaient quasi dégagés à temps plein pour pouvoir porter l'initiative. Ce qui veut dire que toute une série de gens n'ont pas accès. Dernière chose, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ceux qui se lancent dans ce type d'initiative aient la conviction, le sentiment qu'ils ont été entendus, que ce qu'ils ont fait a servi à quelque chose. On l'entend ici dans l'exemple. Malheureusement, c'est la quasi-totalité des exemples. Soit elles sont refusées, soit, quand elles sont acceptées, elles ne débouchent pas sur des processus législatifs. Ça veut dire qu'à partir d'une initiative très positive, c'est-à-dire on veut rapprocher la démocratie européenne des citoyens, on arrive à créer de la frustration et on renforce le sentiment que le mode de décision européen est très loin par rapport aux citoyens. Alors André Ménache, on va revenir vers vous, mais avant peut-être le regard de Elisa Lironi. Je le disais, vous êtes membre de l'ECAS, qui est une organisation non gouvernementale qui a comme objectif de mieux faire connaître tous ces dispositifs. Est-ce que pour vous ça fonctionne, ce qui est actuellement sur la table, ce dispositif d'initiative citoyenne européenne? Est-ce que vous en êtes satisfait? Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que nous avons un service qui s'appelle le ECI Support Center chez ECAS. Et ça fait longtemps, dès le début de cet instrument, qu'on est en train de soutenir les organisateurs de l'initiative citoyenne pour leur donner non seulement des conseils pour enregistrer l'initiative citoyenne chez la Commission. Vous les aidez européenne. Quoi, au quotidien pour mener exactement. ça On donne des conseils avec des experts légaux. Et donc, c'est pour la première phase, enregistrer cette initiative chez la Commission européenne. Après, ils ont un an pour recueillir 1 million de signatures. Et là aussi, on travaille avec Democracy International and Erie Institute pour aider à communiquer cette initiative citoyenne, les aider à recueillir 1 million de signatures. Malheureusement, on parle souvent avec les organisateurs qui sont super frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à enregistrer peut-être leur initiative. On a vu par exemple le Stop TTIP, mais aussi après les 1 million de signatures, ils voient un manque d'impact. Oui, c'est ce que disait André Ménache. Hein. Exactement. Malheureusement, je pense que les règlements, au moins, c'est assez clair. 1 million de citoyens peuvent inviter la Commission à faire un suivi législatif. Donc, dans les règlements, c'est aussi clair que la Commission européenne n'est pas forcément obligée à donner un suivi législatif. Et je comprends qu'il y a trop d'attentes parfois de la part des organisateurs parce qu'ils voudraient voir une proposition législative sur l'initiative citoyenne. Mais peut-être au moins, comme le disait André Ménache, et on va revenir vers vous André Ménache, au moins que cette initiative soit discutée, peut-être plus que maintenant. S'il fallait changer quelque chose dans le processus, vous qui l'avez vécu de A à Z, André Ménache. Alors justement, j'aurais dit, c'est tellement difficile d'aboutir à 1 million de signatures. La preuve, donc seulement trois initiatives sont y arrivées. Je dirais au moins donner une récompense à ces gens-là et proposer-les un référendum, par exemple. Parce que je pense que référendum pour tous les citoyens dans l'Union européenne, vous voudrez dire? Par exemple. Par exemple, parce à la Suisse, à ce que font par exemple les Suisses. Par exemple, parce que le sujet de l'expérimentation animale, ce n'est pas uniquement la souffrance animale, c'est une politique de santé de l'Union européenne qui se repose sur une réglementation basée sur des données issues de tests sur les animaux. Moi, je peux vous prouver que n'importe quelle substance est toxique ou pas en choisissant tout simplement l'espèce ou la lignée d'animal qui me convient. Alors, ça c'est intéressant, mais est-ce que vous seriez d'accord, vous, Maria Arena, d'aller beaucoup plus loin dans le système? C'est-à-dire qu'après 1 million de signatures, on aille directement ou indirectement vers une sorte de référendum. C'est passé quasiment dans un autre système, ça, Maria Arena. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, moi je suis pour le partage entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Vous n'êtes pas pour qu'on franchisse le pas à la Suisse, quoi. Et donc, le problème, c'est qu'avec 500 millions d'habitants,
Déjà, je trouve que les référendums sont utilisés de manière extrêmement simpliste aujourd'hui. Et donc, c'est très difficile de faire passer par référendum une décision en simplement demandant oui ou non. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit. On a sorti la Grande-Bretagne avec un référendum simpliste sur la sortie oui ou non, sans pouvoir expliquer concrètement ce que représentait effectivement la sortie ou le maintien à l'intérieur de l'Europe. Donc mener un référendum sur 500 millions d'habitants, sur des débats qui sont des débats complexes, la vivisection, c'est vraiment un débat complexe, ça me semble pas facile et peut-être pas la meilleure manière démocratique d'avoir un débat. Par contre, là où je suis d'accord, c'est on ne peut pas bâcler 1 million de signatures avec un débat de 30 minutes. Oui. Et donc je pense que quand on a fait l'effort de rassembler 1 million de signatures sur un sujet qui concerne une grande partie des Européens, eh bien prenons le temps de l'aborder au niveau du Parlement. Vous savez, nous vivons en tant que parlementaires un peu parfois les mêmes frustrations que les personnes qui font des initiatives, c'est-à-dire qu'on fait des rapports au niveau du Parlement européen, on fait des résolutions qui ne sont pas des initiatives législatives parce qu'on ne peut pas prendre l'initiative législative, c'est la Commission qui la prend. Et donc, on fait des rapports et la plupart de nos rapports et de nos résolutions ne sont pas traduits en initiative législative. Donc, on vit parfois les mêmes frustrations, mais au moins, on a eu le débat et on peut porter ce débat effectivement à une sensibilité qu'on peut donner au niveau de la Commission. Mais tous nos débats ne donnent pas lieu à des initiatives législatives non plus. Alors, Claude Rolin, sur la question qui était posée par André Ménage, c'est peut-être... Alors, il n'a pas dit, on peut voir, c'est pas automatique, mais enfin que ça aille plus vers des référendums, etc. Votre position là-dessus. Et puis un mot sur le rôle de la Commission. Je lisais notamment sur une initiative européenne qui a échoué pour contrer le TTIP, le traité transatlantique dont on parle beaucoup, qui a recueilli presque 3 millions de signatures, mais finalement la Commission a estimé que ce n'était pas dans ces matières. Est-ce que c'est à la Commission de juger ce qui est ou pas une bonne initiative européenne? Est-ce qu'elle n'est pas jugée partie dans cette affaire? Clairement, pour répondre à cette question, la Commission est jugée partie et c'est un véritable problème. À partir du moment où le filtre devient un filtre de caractère politique, en l'occurrence, si on regarde sur le TTIP, on a bien un filtre de caractère politique. Les juristes ont dit que ce n'était pas la compétence de la Commission de répondre à ça. Ça bien sûr, mais on est vraiment il y avait des arguments juridiques dans une logique politique. Ce pas sa compétence, malheureusement. Oui, mais elle est mandatée par le Conseil. C'était ça. Donc comment on peut sortir de là? Eh bien, je pense qu'un des outils qu'on pourrait utiliser, c'est de faire qu'à partir du moment où une initiative citoyenne a recueilli le nombre de signatures, eh bien, automatiquement, cela doit faire l'effet d'un débat en commission parlementaire, un débat qui doit pouvoir être suivi par une proposition de texte, que ce soit un rapport ou un avis au niveau du Parlement européen. Maintenant, je reviens sur ce que Maria-Arena a dit. Il faut bien voir que la question de la démocratie au niveau de l'Union européenne se pose aussi, effectivement, dans le Parlement. Ce Parlement, si vous me permettez l'expression, n'est pas encore un véritable Parlement, parce que pour moi, un véritable Parlement, et je vais aller très vite, c'est deux éléments. C'est un, la capacité de proposer et de voter des législations. Ce n'est pas le cas, nous n'avons pas la possibilité de proposer, c'est la Commission, et nous votons dans des systèmes généralement de codécision. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de mettre en application ces législations. Ça signifie un budget et une capacité fiscale, ce que nous n'avons pas comme Parlement européen. Donc on a là, alors dernier élément que je voudrais dire aussi, pour se rapprocher du citoyen et de la démocratie, n'oublions pas aussi ce qui existe en termes de ce qu'on appelle l'intermédiation sociale. C'est-à-dire, il y a par exemple le Comité économique et social européen où on retrouve les organisations de travailleurs, les organisations de salariés, les ONG. Eh bien, c'est un outil pour justement développer ce débat absolument nécessaire pour traiter des questions, comme le dit Maria-Arena, qui sont beaucoup trop complexes généralement que pour être traitées simplement dans un référendum où on réduit la question à un oui ou à un non. Allez, André Ménage, un dernier mot pour vous là-dessus, et puis on vous laissera et on continuera le débat avec nos autres intervenants. Bon, alors je suis tout à fait d'accord avec ces propositions qu'il faudra donner au Parlement un peu plus de pouvoir et justement la possibilité de lancer quelque chose qui ressemble à une commission d'enquête parlementaire pour traiter des sujets aussi importants. Ce serait déjà sans doute une belle avancée. Merci André Ménage d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'initiative citoyenne Stop Vivisection. Alors Elisa Lironi, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être de neuf ou de véritable pour relancer
une initiative européenne, citoyenne européenne qui n'a pas tellement de publicité, qui n'est peut-être pas tellement connue de la part des citoyens européens. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que vous avez, vous, réfléchi à d'autres manières, quelque part, de faire intervenir les citoyens dans le jeu politique européen? En plus du Parlement, bien sûr, qui existe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de neuf? OK. Je pense que les instruments maintenant au niveau européen sont très limités. Il y a seulement l'initiative citoyenne pour participer un peu au processus politique de l'Union européenne. Après, nous avons par exemple les consultations qui sont de la partie de la Commission européenne pour demander aux citoyens des avis sur des positions déjà définies. Oui. Mais malheureusement, cet instrument est trop spécifique parfois pour permettre aux citoyens de participer au processus politique. Donc, selon notre recherche, il manque véritablement des instruments pour participer plus à l'Union européenne et pour avoir une voix aussi dans les politiques européennes. C'est quoi comme instrument? À quoi vous avez réfléchi? Alors, ECAS, au moment, nous sommes en train de faire des recherches sur la méthode du crowdsourcing. Oui. Donc c'est tout ce qui concerne la collection en ligne d'idées ou de fonds. Exactement. Oui. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on a la possibilité de rendre la démocratie plus efficace et aussi de rejoindre normalement tous les citoyens qui ont accès à Internet. Donc nous sommes en train vraiment de chercher d'exploiter la technologie pour arriver à la participation plus forte des citoyens. Et le crowdsourcing est une expérience qu'il faut faire à l'Union européenne pour chercher juste de collecter des idées de la partie des citoyens européens. Et j'étais d'accord aussi avec Maria-Arena et Claude Roland sur le fait que l'Union européenne est fondée sur une démocratie représentative. Et parfois, il y a la confusion que la participation électronique représente la démocratie directe, qui n'est pas le cas. C'est la démocratie participative. Donc, pourquoi pas ouvrir un peu plus la possibilité de recueillir des idées au sein de l'Union européenne et passer aussi par le Parlement européen, donner ces idées aux gens que nous avons élus comme nos représentants pour porter ces idées et aller à la Commission européenne. C'est ça la logique. Et ça peut se faire rapidement, ce genre d'amélioration, quand on voit qu'il a fallu le traité de Lisbonne pour mettre en place l'initiative citoyenne européenne. Il ne va pas falloir un nouveau traité européen pour faire ça quand même. Non, non, parce que nous avons vu que les traités sont assez flexibles pour permettre de nouveaux outils. C'est la volonté politique qui manque peut-être pour arriver à ça. On va voir ce qu'en pensent nos parlementaires. Je vois qu'ils opinaient du chef. Claude Rollin, peut-être. Oui, oui, tout à fait. C'est une question de volonté politique. Il n'y a pas besoin de faire de grandes réformes de traités. Les outils existent. Il suffit de les utiliser et de les adapter à la volonté. Je pense qu'on a un grand défi qui est vrai au niveau de l'Union européenne, qui est vrai aussi dans nos États. Nous avons un défi démocratique aujourd'hui et nous devons être en capacité d'inventer les outils pour répondre à 3 niveaux de démocratie. Le premier niveau, c'est effectivement la participation citoyenne, d'aller le plus loin possible dans la récolte d'idées, mais aussi initier, dynamiser la participation des gens, des citoyens. Le deuxième niveau, et ils sont tous nécessaires, c'est l'articulation entre la décision, la commission, et les représentants organisés. Je pense aux organisations syndicales, aux organisations patronales, aux ONG. On est là dans quelque chose de beaucoup plus complexe déjà, où on est dans des formes de concertation, dans des formes de négociation. Et puis enfin, le troisième niveau, qui est le niveau de la démocratie représentative, de la démocratie parlementaire. Ces 3 niveaux doivent pouvoir s'articuler avec, et je l'ai déjà constaté, quelquefois des dangers. À certains moments, par exemple sur des matières qui sont des matières économiques et sociales qui concernent prioritairement les partenaires sociaux, eh bien, je constate que la consultation très large est quelquefois malheureusement un outil qui est utilisé pour noyer la participation des acteurs sociaux. Et donc je pense qu'on doit être très attentif, on doit travailler à cette articulation des 3 niveaux sans en utiliser l'un pour masquer l'autre. Oui, Maria-Arena, là-dessus, on réfléchit donc à ce qu'on pourrait faire de mieux pour faire mieux fonctionner le processus. Quand même rappeler que c'est peut-être pas très connu ce qui se passe au niveau européen, mais qu'au niveau fédéral, en Belgique,
par exemple, il n'y a pas de dispositif qui existe. Au Parlement wallon, il y a une réflexion actuelle sur la manière d'impliquer les citoyens et on parle de consultation populaire, mais qu'on n'a pas encore tout à fait avancé non plus. Quelque part, même si ça ne se sait pas trop, l'Europe est un peu pionnière. Quoi, il y a des pays dans lesquels ça existe, hein, mais bon, notamment en Suisse, mais ils n'ont pas dans l'Union européenne. Donc, mais en France, je pense qu'il y a des débats qui existent aussi. On parle d'ailleurs de seuil de près de 3 millions de signatures pour pouvoir imposer des choses. Donc l'Europe est pionnière, même si on est en train de critiquer l'inefficacité de certains processus. Hein. Exactement, on voit toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense qu'il y a eu une initiative et on peut s'en réjouir. Il y a une démarche qui a été une démarche d'ouverture à la démocratie participative et on peut s'en réjouir. Il faut en faire l'évaluation et dire qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ça. Je tenais à dire qu'il ne faut pas changer les traités pour faire mieux. Par exemple, chaque année, les commissions parlementaires, donc il y a 20 commissions, ont défini le programme d'action de l'année suivante en matière de rapport d'initiative ou autre. Eh bien, on pourrait très bien, par commission parlementaire, faire un appel aux idées, le crowdsourcing tel qu'on en a parlé, pour dire, mais tiens, quels sont les sujets qui pourraient être intéressants à aborder. On le fait chacun, groupe politique par groupe politique, on pourrait le faire d'une manière associés avec des participations extérieures. Je ne vois pas la nécessité de changer un traité pour s'organiser de cette manière-là. Et donc, on peut effectivement faire ces propositions. Allez, on va terminer cette émission. Il nous reste un gros quart d'heure avec 3 questions d'une citoyenne, une étudiante de l'université de Cluj en Roumanie, Timea Iancu. Bonjour Timea, on s'était déjà dit bonjour au début de l'émission, mais je vous le redis quand même. Avec 3 questions, on va peut-être commencer par une question qu'on a un petit peu abordée, c'est l'implication des ONG, hein, des organisations non gouvernementales. Vous vouliez savoir comment ça fonctionnait, hein? Oui, ma question c'est comment pourraient les ONG s'impliquer plus dans l'initiative citoyenne européenne parce que je crois qu'ils pourraient avoir un rôle très important. Voilà, le rôle des ONG. Qui voudrait répondre à cette question? Peut-être vous, Elisa Lironi. Oui, l'ONG peut répondre pour les ONG. Alors, nous sommes déjà en train de faire beaucoup pour chercher une révision de l'initiative citoyenne. On a fait beaucoup du bon lobbying à la Commission européenne, au Parlement européen. Et nous sommes très unis dans la société civile. On travaille avec beaucoup d'associations qui cherchent à améliorer la démocratie européenne. Donc, on a créé un réseau pour mener des campagnes, pour faire de l'appel au vice-président de la Commission européenne, Timmermans, qui est en charge de décider de réviser un jour les règlements. On a travaillé beaucoup avec les rapporteurs, M. Schöpflin, quand il a fait les rapports pour améliorer l'initiative citoyenne. Donc, nous sommes très actifs avec des campagnes, en parlant aussi avec des hommes politiques qui cherchent à améliorer l'instrument. Oui. On a déjà une première réponse, peut-être Marie Arena, sur l'implication des ONG dans le processus. Mais ce sont déjà souvent des ONG qui sont à la base, parce qu'il faut une organisation, on en parlait tout à l'heure, il faut parfois même détacher à temps plein des personnes pour s'occuper de ça. Si on prend par exemple l'initiative Stop TTIP, elle a été menée par des ONG, elle n'a pas été menée par des individus. Après, les ONG ont récolté les signatures des individus par les différentes campagnes qu'ils ont pu organiser sur le terrain, mais ce sont des ONG effectivement qui ont fait la démarche. Alors, une autre question que Timea Iancu voulait poser, elle est intéressante parce que ça concerne la sécurité des données, parce que donc il faut recueillir 1 million de signatures, il faut les authentifier. Hein. Donc ça vous inquiétait, vous interrogiez là-dessus. Les citoyens sont inquiétés parce qu'ils ne veulent donner leurs données personnelles pour les signatures. Donc, quels seraient les moyens de mieux les obtenir sans mettre en danger les citoyens? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un danger de question de sécurité, de vie privée, quand évidemment on pétitionne, on doit donner son nom, son prénom, son adresse, je ne sais pas toutes les données qu'il faut donner. Peut-être Elisa Lironi, est-ce qu'il y a un risque là? Alors, selon moi, c'est très compliqué d'arriver à 1 million de signatures pour l'initiative citoyenne parce que la Commission utilise des plateformes vraiment sûres
pour chercher de sauvegarder, protéger les données des citoyens. D'accord. Et dans chaque pays, par exemple, en Belgique, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de faire cette vérification. Oui, c'est vrai, parce que un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation. Donc, c'est pour cela c'est compliqué aussi faire partie de l'initiative citoyenne. Aussi, les expats n'ont pas la possibilité de signer une initiative citoyenne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà réviser et améliorer dans l'initiative citoyenne. Mais la sécurité des données, je suis presque sûr que c'est assez sûr. Mais bon. Claude Rollin. Il y a en tous les cas un élément qu'on ne peut pas éviter. À partir du moment où on est dans une démarche de pétitionnement, il faut pouvoir quand même vérifier qu'il y a bien des gens qui ont décidé. On pourrait imaginer, certains d'ailleurs l'imaginent, qu'on pourrait avoir là une espèce de démocratie au clic, c'est-à-dire il suffit de cliquer sur l'ordinateur. Non, là on serait sur quelque chose de très dangereux avec toutes les manipulations possibles qu'il peut y avoir. Donc je pense qu'on a, en tous les cas quand je vois comment ça fonctionne en Belgique, je pense que c'est un bon système. La Commission, moi je n'ai pas de critique à faire en la matière à la Commission, je pense qu'elle a mis en œuvre ce qu'il fallait pour assurer un maximum de sécurité tout en ayant la capacité de vérifier la réalité des démarches des uns et des autres. Je voudrais revenir 2 secondes quand même sur les ONG. Je pense que pour les ONG et des réseaux comme le vôtre est vraiment pertinent, il y a besoin de 2 choses. D'une part, d'une aide méthodologique, parce qu'on est quand même sur quelque chose de complexe en termes de méthode, d'un accompagnement méthodologique. Et ça, c'est ce que fait notamment le CAS. Tout à fait, c'est ce que les CAS fait. Et en deuxième lieu, il y a besoin d'une aide qui passe par une aide financière, parce qu'il y a besoin de moyens. Il faut bien se rendre compte de l'ampleur de récolter 1 million de signatures. C'est quelque chose d'assez incroyable quand on le fait. Et donc, il faut pouvoir accompagner méthodologiquement et en termes de moyens les associations, les comités qui se lancent dans ce type de démarche. Marie-Arena, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, on n'en a pas encore parlé, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dont certaines ont été abandonnées par les personnes qui ont entrepris l'initiative pour une série de raisons. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de voir arriver des initiatives farfelues complètement farfelues ou qui font perdre du temps à tout le monde? Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir peur des initiatives farfelues. Au contraire, moi, je pense que les initiatives doivent être favorisées et après, je dirais, quand elles arrivent sur la table, on pourra juger du côté farfelu ou pas d'une initiative. Mais je pense qu'a priori, ce serait de la censure de dire telle initiative est farfelue plutôt qu'une autre. Et donc, moi, je suis plutôt de celles qui pensent qu'il faut au contraire favoriser ces initiatives. Et vraiment, on est à la recherche d'un meilleur lien entre le monde politique européen et la réalité du terrain. Et donc, on doit prendre ces initiatives comme étant une opportunité plutôt que comme un risque. Allez, Timéa Yankou, encore pour une initiative farfelue, ça veut dire qu'il faut au moins 1 million de farfelus. À mon avis, il y a une sacrée garantie là. Allez, c'est déjà une belle garantie. On va rappeler quand même que le seuil de 1 million de signatures sur combien concernés, plus de 400 millions de citoyens européens, c'est pas un seuil si élevé que ça. Ça paraît important, mais 1 million sur 400, peut-être Elisa Lironi. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense pas que 1 million soit représentatif de environ 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Par contre, le fait d'en avoir dans 7 pays et que ce soit représenté, c'est plus compliqué évidemment, parce qu'il y a des questions et des organisations qui sont plus fortes dans certains pays que dans d'autres. Oui, sûrement. Et je pense que l'initiative citoyenne est importante pour donner l'esprit européen, dans le sens que c'est vraiment le premier instrument transnational qui demande à des citoyens européens de travailler ensemble avec d'autres citoyens européens. Et je pense que ça force la coopération des organisations. Exactement, c'est une valeur pour l'esprit européen. C'est très important d'améliorer cet instrument et de continuer à encourager les Européens à travailler ensemble. Allez, une dernière question de Timéa Yankou, elle concerne la visibilité des initiatives citoyennes, si je ne m'abuse. Oui, à mon avis, les initiatives citoyennes européennes, c'est très important, mais qu'on peut faire pour les faire plus visibles, parce que les citoyens ne savent que ça existe. Oui. Comment faire pour qu'on soit plus au courant? Et c'est vrai que peu, sans doute, de citoyens connaissent véritablement la démarche. Oui, je pense que la communication est en général un problème de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement avec l'initiative européenne, mais aussi aux élections européennes, malheureusement. Mais oui, il faut faire vraiment une amélioration de la communication de l'Union européenne, d'une partie, mais aussi si l'instrument marche bien.
Si cela fonctionne bien, c'est automatique que les citoyens vont savoir que cet instrument existe. Donc, c'est deux côtés de la même médaille. Marie-Arena, là-dessus. Je partage tout à fait le point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire campagne pour une initiative qui a plutôt échoué. Par contre, quand on aura des initiatives qui auront abouti, on pourrait dire allez-y, parce que ça peut modifier le cours des choses que de s'engager à 1 million et de faire changer les choses. Donc c'est comme ça, mobiliser 1 million, demander à 1 million de personnes de se mobiliser, si les chances d'arriver à quelque chose sont égales à 0, bah, ce sera beaucoup plus difficile. Donc moi je pense qu'il faut montrer des bons exemples d'initiatives citoyennes qui ont abouti et ça donnera envie aux autres de pouvoir le faire. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour de table, un bon topo de ce qu'est cette initiative citoyenne européenne. Il nous reste 5 bonnes minutes, peut-être pour évoquer des formes moins conventionnelle de participation citoyenne. C'est vrai que le droit de pétition, ça fait très longtemps que ça existe et l'Union européenne n'a rien inventé, même si elle est peut-être en avance, on l'a dit tout à l'heure, sur des pays qui ne le font pas chez eux, certains États membres. Mais Claude Rolin, est-ce que, allez, on pourrait imaginer des choses plus radicales? On parle beaucoup, c'est un peu à la mode, du tirage au sort, de certaines commissions citoyennes qui pourraient venir aux côtés des parlementaires, discuter de certaines questions. Est-ce que c'est des choses qui pourraient redynamiser la démocratie européenne? Honnêtement, je ne suis pas un partisan du tirage au sort, même si je sais que c'est quelque chose qui est présent dans le débat sur la démocratie, et donc je l'entends. Par contre, je suis convaincu que faire appel aux citoyens, notamment à celles et ceux qui sont investis sur toute une série de problématiques. Et il n'en manque pas pour être en débat avec les institutions qui prennent des décisions, notamment les institutions européennes. Ça me paraît une piste tout à fait intéressante. De nouveau, et on l'a dit déjà plusieurs fois, ça ne demande pas de faire la révolution. Ça demande quelque part simplement d'avoir un peu de bonne volonté politique. La démocratie, c'est un diamant que nous possédons. Regardons la planète, la démocratie n'est pas en bonne forme un peu partout. Nous sommes sur un espace qui connaît une démocratie. Le projet européen, c'est d'abord un projet de démocratie et donc nous avons vraiment intérêt à le cultiver, à innover et n'ayons pas peur. On n'a aucune raison d'avoir peur de revitaliser la démocratie. Il y a assez d'institutions solides pour que ça tienne le coup, donc allons-y. Allez, Marie-Arena, je reviens avec vous là-dessus. Dans une Europe qui vient de connaître le Brexit, dans lequel il y a le débat sur l'efficacité de la démocratie est posée, est-ce qu'il faut oser parler de formes non conventionnelles et par exemple, le tirage au sort, parce que c'est une question, nous en tant que journalistes politiques, on est tout le temps confrontés à des citoyens qui pensent qu'il y a là peut-être un début de solution. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors moi j'invite les citoyens à venir en commission. Oui. Et de voir, commission du Parlement, c'est ouvert, c'est public. Alors ils peuvent le faire en streaming aussi, donc ils peuvent le voir de chez eux sur Internet. Et ils verront que la fonction parlementaire n'a rien d'un fait du hasard. Et les sujets qu'on traite sont des sujets qui sont des sujets extrêmement pointus. Le tirage au sort, pour moi, c'est donner les clés de la démocratie aux technocrates. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé à faire ce type de débat, ce sont les technocrates qui prennent le pouvoir. Or, quand on regarde tous les sondages aujourd'hui, les citoyens ne sont pas prêts à donner la clé aux technocrates. Pas du tout, au contraire. Ils disent aujourd'hui que l'Europe est technocrate et donc il faut revenir à quelque chose de plus démocratique. Nous sommes représentants de la démocratie et ne pensez pas qu'en tant que représentants de la démocratie, nous travaillons sans lien avec cette démocratie. Nous passons, toutes nos soirées à aller dans des débats avec les citoyens. Et quand on va débattre, ce n'est pas uniquement pour dire ce qu'on pense, c'est pour recevoir ce que les citoyens nous disent. Quand on est dans des commissions, on a des experts extérieurs qui viennent, on propose des auditions avec des experts extérieurs, que ce soit des ONG, des représentants des réseaux de la pauvreté, et qui viennent nous dire un certain nombre de choses. Donc, ne croyez pas que ces commissions fonctionnent uniquement avec des gens qui ne savent pas de quoi la société est composée. Mais le tirage au sort serait ça. Le tirage au sort serait vraiment donner des clés à des technocrates qui, eux, sont vraiment préparés au débat parce que les autres ne le seraient pas. Et donc, ça poserait vraiment des difficultés démocratiques à ce moment-là. Allez, on va terminer peut-être le dernier mot à vous, Elisa Lironi, de l'ONG ECAS, donc, qui est une organisation qui vise à permettre aux citoyens de mieux exercer le droit dans l'Union européenne. Vous y réfléchissez, vous, à ces solutions radicales ou en tout cas nouvelles de tirage au sort, etc.
J'ai réfléchi. Personnellement, vous y réfléchissez. Oui, Et vous n'y croyez pas beaucoup? Oui, on est en train plutôt de... Moi, je travaille surtout avec la technologie et la démocratie et l'ensemble. Et comment faire pour qu'avec les nouvelles technologies, on puisse faire plus de démocratie? Et je pense que je voudrais avoir un Parlement européen qui soit plus fort à représenter les citoyens. Là-dessus, tout le monde est d'accord ici autour de la table. Comme nous avons dit, malheureusement, c'est seulement la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative législative. Mais quand même, moi, j'ai une utopie dans la tête, et que c'est le fait que le Parlement européen, un jour, peut arriver à créer une plateforme technologique, donc la participation électronique, où les citoyens peuvent dialoguer sur un programme électronique avec les gens qu'ils ont élus. Oui. Donc simplement, si j'ai voté pour, par exemple, Maria Arena, je peux directement consulter ce qu'elle est en train de faire dans les comités au Parlement européen et donner aussi, avec le crowdsourcing, des idées que j'ai. Et après, c'est pas la démocratie du clic que évoquait Claude Rollin, j'aime pas, et puis... non. Alors, selon moi, il faut que moi, je sois responsable aussi de mes actions. Donc, j'imagine un jour qu'on aura, par exemple, la carte d'identité, je peux m'enregistrer. Donc, on peut éviter les spams et les trolls. Et par exemple, je demande à Madame Arena de prendre en considération des idées que j'ai. Et si tout le Parlement européen a une plateforme comme ça, ça serait plus facile pour les citoyens aussi de donner des idées. Maria Arena ne doit pas aller chaque fois dans des événements pour... Oui. Ah ben voilà, on va terminer ce débat Citizens Corner sur une utopie, en tout cas sur une ouverture vers l'avenir. Merci à tous d'y avoir participé. J'espère que vous en connaissez plus maintenant sur les initiatives citoyennes européennes. Et merci à Euranet, le réseau européen des radios, d'avoir organisé ce débat. À bientôt.